de produire des œufs, des autres secteurs, par exemple pisciculture, élever des porcs, des choses comme ça? Bien sûr, tous ces domaines sont dans le tuyau du gouvernement, s'il faut l'indiquer, il faut que je m'exprime ainsi. Prenons simplement la production animale. La production animale, qu'il s'agisse du gros bétail, ou bien des petits ruminants, ou des élevages non conventionnels, est prise en charge par le gouvernement. En ce qui concerne le gros bétail, nous avons ce que nous appelons le crédit bétail. L'État là aussi acquiert des matrices, les fait reproduire dans des parcs d'État et met à la disposition, sous la forme d'un crédit bétail, à la disposition des éleveurs, certaines ressources. Par exemple, on peut se dire, prenons un exemple de 10 femelles, peut-être pour 2 mâles. On met à la disposition des opérateurs. Et le remboursement se fait en nature. Et l'opérateur qui est bénéficiaire de cette opération garde le reste après avoir remboursé à l'État son dû. Si on vous a donné 10 femelles, vous remboursez les 10 femelles. On vous a donné 2 mâles, vous remboursez les 2 mâles. Mais entre-temps, comme la reproduction vous permet de gagner plus que ça, voilà la manière que nous avons choisi de permettre aux opérateurs, aux éleveurs plutôt de notre pays, de disposer à moindre frais des élevages qui vont leur permettre de proche en proche de faire grandir le cheptel national de notre pays. Nous avons la même technique pour ce qui concerne les petits ruminants. Maintenant, en ce qui concerne les porcs, nous avons une grande difficulté, c'est la peste porcine africaine que nous sommes en train, dont l'étude est en cours d'ailleurs pour vaincre cette maladie animale, simplement parce que nous sommes dans une zone où nous sommes attaqués par la consanguinité. Et tous les experts en la matière savent très bien que lorsque nous sommes dans une situation de consanguinité, les contraintes incontournables sont fortes. Il faut nécessairement décimer tout le troupeau, il faut désinfecter les élevages, il faut introduire des nouvelles races pour pouvoir relancer de manière durable cet élevage. Et nous sommes en train de sortir d'une étude que nous avons sollicitée auprès de la FAO, qui l'a financée d'ailleurs, et qui nous a sorti toutes les recommandations qui vont nous permettre à partir de 2012 de lancer cette opération de revitalisation de la filière porcine, qui est une filière très très achalandée, très très aimée par les populations, pour qu'effectivement nous puissions mettre à la disposition des consommateurs congolais la viande porcine qu'elle aime tant. Maintenant, en ce qui concerne les autres formes d'élevage, qu'il s'agisse des volailles ou bien des élevages non conventionnels, là aussi, nous travaillons dans le cadre des moyens librement affectables, comme des coopérations que nous développons avec les bailleurs de fonds comme le FIDA ou bien la Banque mondiale, qui nous aident, soit justement pour introduire dans notre pays des races nouvelles, ou bien pour avoir des programmes de lutte contre les épizooties, ces maladies animales qui envahissent tous les pays, surtout avec les frontières poreuses que nous avons, et pour lesquelles il faut nécessairement organiser une surveillance épidémiologique sérieuse pour que nous ne retrouvions pas un bon matin avec toutes les bêtes qui sont complètement décimées. D'accord, monsieur le ministre, le village Nko est peut-être, si je ne me trompe pas, à 45 km de Brazzaville. Donc c'est comme si vous créez les centres de production pour ravitailler la ville de Brazzaville. Alors, est-ce que vous avez un programme similaire pour la deuxième ville du pays, Pointe-Noire? Oui, vous faites bien de poser la question pour que nous revenions à l'objectif fondamental des nouveaux villages agricoles. Ces villages ont été conçus dans l'objectif de prendre en charge le déficit alimentaire criard qu'accusent d'abord nos centres urbains. Et quand on parle centres urbains, nous avons 2 leaders, c'est d'abord Brazzaville et ensuite Pointe-Noire. Et naturellement, si nous nous sommes placés à 67 km, le premier village Nko, à peu près 100 km, 120 km le deuxième village Imvuba et 100 km le troisième village Odiba, c'est parce que justement nous n'avons pas voulu nous trouver trop loin pour permettre l'entrée dans le marché de Brazzaville avec des frais de structure qui soient également moindres. Ça, ce n'est que le premier périmètre. Oui. Et lorsque le projet va se poursuivre, il faudra, conformément à la doctrine que je viens d'indiquer, aller du côté de Pointe-Noire pour créer également un autre périmètre à la proximité de cette ville, là aussi pour prendre en charge le déficit alimentaire de cette ville avant que nous ne puissions progresser vers les centres secondaires que constituent les chefs de nos différents départements. D'accord. Comme je suis avec le ministre de l'Agriculture, vous tenez un ministère important.
Que dites-vous des gens qui pensent que les nouveaux villages agricoles, c'est une stratégie du pouvoir et du président Sassou pour repeupler des partis avec des gens qui sont favorables à lui? Non, pas du tout. Nous sommes là d'abord dans une stratégie d'aménagement du territoire. D'accord. Vous savez, ça n'a pas aucune ambition en vue de 2016. Non, pas du tout. Vous allez vous rendre compte tout de suite de cela quand ce que je vais dire, j'ai encore deux petites choses à dire. D'accord. Le Congo est devenu un pays urbain, cher ami. 1 million à Brazzaville, presque 1 million à Pointe-Noire, ça fait déjà 2 sur les 4 millions que nous sommes. Et quand vous prenez les autres villes comme Nkayi, Pointe-Noire, Mosenjo, Owando, Oyo et même tous les chefs-lieux de nos départements, on est au-delà de la moitié. Et vous voyez très bien que pour nous, qui sommes un pays à vocation agricole, cette répartition de la population n'est déjà pas bonne. Il faudrait rééquilibrer les choses pour que l'essentiel de notre main-d'œuvre soit consacré à ce travail agro-pastoral qui est important, d'autant plus que nous disposons de ressources naturelles importantes. Et c'est pour cela qu'en créant les nouveaux villages, tels que nous sommes en train de les organiser, nous créons aussi un nouveau mode de répartition de la population. C'est une opération, comme j'ai dit, d'aménagement du territoire, parce que nous créons des cités. Quand vous arrivez dans un nouveau village agricole comme celui d'Unko, c'est une micro-cité urbaine, parce que vous avez des maisons d'un certain standing, vous avez l'électricité. Donc vous voyez que nous créons la possibilité de délocaliser des populations qui quittent une position, j'allais dire, sociale minable, pour se retrouver dans une situation sociale confortable. Je crois que ça fait partie de la politique de lutte contre la pauvreté, ça fait partie de la politique d'aménagement du territoire pour créer des nouveaux pôles de croissance et de développement, et ça n'a rien à voir avec une ambition de vouloir, j'allais dire, créer des ghettos où nous allons aller exploiter sous forme j'allais dire, de vivier électoral. Le président Sassou n'a pas besoin de cela, d'autant plus que sa politique est largement plébiscitée par la population, tout le monde le sait. Parce que les gens disent qu'il veut faire comme Mengistu. Non, pas du tout, parce que lorsque nous procédons au recrutement de ces exploitants dans les villages, la condition politique n'est pas posée. Et moi-même, en tant que ministre de l'Agriculture, je ne peux pas vous dire qui de la majorité, qui de l'opposition se trouve dans le nouveau village agricole d'Unko, parce que ce n'était pas le critère. Généralement, nous posons 3 critères. Premier critère, c'est le critère de la nationalité. Deuxième critère, c'est le critère du diplôme des métiers de l'agriculture, ou bien de l'enracinement dans les métiers de l'agriculture. Et puis, troisième critère, c'est le critère d'âge. Il faut être âgé entre 25 et 45 ans. Vous voyez que c'est tout ce que nous posons comme critère. Le reste, nous regardons parce que nous considérons que c'est un projet qui s'adresse aux jeunes Congolais. Et un jeune Congolais, qu'il soit de l'opposition de la majorité, ils se ressemblent, ils sont tous la même chose. La Constitution établit l'égalité des droits, l'égalité des chances. D'accord, monsieur le ministre. Le village d'Unko, moi je l'ai visité, il y a de l'électricité, il y a de l'eau. Dites-moi, comment avez-vous réussi que là-bas il y a de l'eau et de l'électricité constante, mais dans les grandes villes au Congo, il n'y en a pas? Non, les grandes villes, ce n'est pas tout à fait juste de dire qu'il n'y en a pas. Où ça se coupe. Vous imaginez bien que avec la proximité de la centrale hydroélectrique d'Imboulou pour Brazzaville, la centrale à gaz de Pointe-Noire pour Pointe-Noire et le système d'interconnexion des autres barrages que nous avons et que nous aurons également, la question de l'approvisionnement aussi bien en eau qu'en électricité pour nos centres urbains est une question qui est désormais à notre portée. Vous savez très bien qu'on ne peut décider que l'électricité qu'on a, on ne peut décider que l'eau qu'on a, mais cette eau-là, il faut la structurer, il faut l'organiser pour la mettre à la disposition des populations. Vous voyez, nous venons de faire avec la colonisation, on avait un vieux barrage. Depuis, nous en avons construit un certain nombre, de la même manière que nous sommes en train de revoir le système à la fois de distribution d'eau et de distribution d'électricité, pour qu'avec non seulement les usines d'eau, non seulement les potes à bloc, non seulement les forages, nous ayons à renforcer notre capacité de mise à disposition des populations de l'eau, mais aussi qu'en matière d'électricité, nous puissions améliorer la qualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons quelques difficultés, mais avec les structures de base que nous avons déjà, croyez-moi que ce n'est qu'une question de moi, et les populations congolaises le savent. Mais vous, quand je vois au village d'Unko les autres, il y a l'électricité, parce que vous n'avez pas toujours répondu. Comment vous réussissez là-bas à les donner l'électricité constamment 24 heures sur 24 et de l'eau? Mais dans les grandes villes au Congo, ils ont le centre à gaz de Pointe-Noire, barrage d'Imboulou. On ne voit jamais l'effet dans la ville des populations. Donc il faut
aller dans les villages ruraux, là, les nouveaux villages, pour profiter de l'électricité constante et de l'eau? Non, il s'agit là des projets dont la doctrine est la création des conditions d'existence qui mettent les exploitants en position de pouvoir rendre véritablement, afin que l'activité agricole se déroule sans aléas, sans difficulté, sans goulot d'étranglement. Donc dans la conception de ces projets, il était déjà intégré l'acquisition des groupes électrogènes. Mais ce n'est qu'une situation transitoire, parce que quand vous allez au village agricole d'Unkou, vous avez les pylônes, les grandes lignes, la grande tension qui passe. Et nous avons l'intention, pour clôturer avec cette transition de l'utilisation des groupes électrogènes dans le village d'Unkou, comme demain dans le village d'Imfuba ou bien d'Oziba, nous avons donc l'intention, dis-je, de connecter ces villages au réseau que nous avons déjà dans notre pays. Parce que le projet est arrivé avant le réseau. C'est tout à fait normal qu'on ait prévu l'acquisition de ces groupes électrogènes. Mais vous imaginez très bien que utiliser le groupe électrogène est un système d'alimentation en énergie très coûteux. Et c'est pour cela que demain, grâce justement à cet équipement dont on dispose déjà, nous allons connecter ces villages au grand réseau national, à la fois pour limiter l'utilisation, disons, limiter les ressources que nous mettons pour acheter le gaz ou pour faire fonctionner les groupes, mais aussi pour permettre à ces jeunes de disposer des avantages d'un équipement national pour lequel l'État a mis beaucoup d'argent. D'accord. Pour les villages, je m'excuse. Maintenant, pour les centres urbains, excusez-moi, je vous ai dit que là, aujourd'hui, par exemple, l'électricité de Djimboulou est disponible. La centrale à gaz également. Le seul problème que nous avons pour l'approvisionnement de nos villes, c'est le réseau de distribution qui a pris un tout petit peu de retard dans sa modernisation. Et quand vous allez à Brazzaville comme à Ponoa, vous vous rendez bien compte qu'il y a des travaux qui sont en cours pour régler ce problème. Et une fois qu'il sera réglé, croyez-moi, les populations de Brazzaville vont avoir l'avantage de l'investissement public qui a été réalisé dans le cadre justement aussi bien du barrage d'Imboulou que de la centrale à gaz à Pointe-Noire. Monsieur le ministre, je vais vous éviter de vous poser quand ça va se résoudre, parce que c'est devenu un serpent de mer dans le pays. Je vais revenir sur votre village, les villages pionniers, le village de Nko. C'est l'exemple, c'est une réussite. Mais que pensez-vous des gens qui disent que ça ressemble à 2 gouttes au kibbutz en Israël? Non, vous savez, d'une expérience nouvelle comme les nouveaux villages agricoles, on peut tout dire et n'importe quoi. Ce qui compte pour le président de la République, c'est d'avoir fait une offre à la fois politique et économique aux jeunes de notre pays. Vous n'imaginez pas tout le bonheur que les 80 exploitants que nous avons dans le nouveau village agricole de Nko retirent de leur reconversion dans ce village. Pour la plupart, hier, ils étaient des chômeurs, ils n'avaient rien. Et qui se retrouvent entre leurs mains, à la fin de chaque mois, avec un revenu qui est 2 fois plus élevé, sinon même 3 fois plus élevé que les fonctionnaires qui sont dans la fonction et qui ont peut-être des doctorats. Croyez-moi que c'est ça qui est le plus important pour nous. Et plus nous en multiplierons, mieux ça vaudra pour nos jeunes, parce que croyez-moi, ceux qui sont là peuvent apporter le témoignage d'une véritable concrétisation de la volonté du président à changer les conditions de vie de notre jeunesse. Je crois que c'est cela qui compte le plus. Maintenant, est-ce que ce village ressemble au kibbutz? Est-ce qu'il ressemble à ce que nos amis angolais ont fait? D'où est partie d'ailleurs cette expérience que nous sommes en train de développer chez nous, parce qu'il n'y a pas que nous qui la faisons. Est-ce que ça ressemble à un autre type de village ou Jama, comme c'était le cas par exemple en Tanzanie ou autre? Oui, c'est pas ça qui compte. Le plus important, c'est l'offre que nous faisons aux jeunes, de manière concrète, et qui est l'expression de la volonté du président de la République, de son gouvernement, à changer les choses. Parce que vous voyez très bien que si on n'avait pas fait ça, on aurait eu 80 jeunes au chômage, et ces jeunes-là seraient en train de dire que le gouvernement ne s'occupe pas de nous. S'il y en a déjà certains qui peuvent dire oui, le gouvernement s'occupe de nous, comme vous pouvez le constater si vous allez dans le village d'Unko, c'est un encouragement pour nous, tout en sachant que tant que nous n'avons pas réglé tout le problème des jeunes, nous n'avons encore rien fait. Nous sommes modestes. Même quand nous avons une expérience aussi intéressante que celle-là, nous sommes modestes, mais au moins l'avantage c'est qu'elle montre le chemin. C'est déjà un petit pas dans la bonne direction, et je crois qu'effectivement nous allons réussir à transformer notre agriculture. Mais monsieur le ministre, on est vraiment vers la fin de notre interview, mais je vais me permettre de poser 2 questions à la fois. Vous avez parlé que les jeunes y reçoivent de l'argent plus que les diplômés ou les gens qui ont le doctorat. En termes concrets,
ces jeunes-là, ils perçoivent combien chaque mois de ce travail? Et puis depuis que vous avez lancé ce programme, vous ne voyez pas que c'est quand même décevant que ce soit 80 jeunes que vous avez pu placer? Le gouvernement qui fait l'action concrète, comme vous dites. Non, mais depuis les semaines d'avenir à 2080 emplois. Les projets agricoles, ils sont nombreux, oui, et ils sont multidimensionnels. D'accord. Il y a la dimension nouveau village agricole, il y a la dimension mécanisation, il y a la dimension financement des projets dans le cadre du fonds de soutien, il y a la dimension prise en charge de l'arrière-pays à travers, par exemple, ce que nous appelons les projets de développement rural, il y a le projet de développement agricole et de réhabilitation des pays. Donc vous voyez que c'est une diversité des projets et il faut mettre tout cela ensemble pour apprécier la qualité des résultats. Maintenant, ce qui concerne les revenus des nouveaux exploitants, je ne peux pas vous le dire parce que je n'aimerais pas les exposer auprès de leurs parents. Ce que je peux vous dire... Non, vous ne les exposez pas. Parce que là, les gens vont se dire, mais le ministre, c'est un politicien, il nous manque. Non, pas du tout. Vous ne manquez pas. Pas du tout. Nous avons l'intérêt de les protéger. D'accord. C'est pour cela que ceux qui connaissent les Congolais savent de quoi je parle. Quand je dis que ces jeunes aujourd'hui, à la fin de chaque mois, ont entre leurs mains des revenus qui sont 2 fois et 3 fois plus élevés que le fonctionnaire le plus gradé qui va à la retraite. Les Congolais, ils comprennent. Ils savent faire les calculs. Oui, je n'ai pas envie non plus. Vous savez, c'est les revenus des gens. Même vous n'aimerez pas que sur un plateau de télévision, on fasse la publicité de votre revenu. Donc, laissez-nous les protéger. Mais ce qui est important, et je mets tous les journalistes au défi d'aller au nouveau village agricole et de poser la question aux jeunes. Ce qui est important pour nous, c'est que nous avons réussi à sortir du chômage de ces jeunes. 80, comme expression de la volonté du gouvernement à s'attaquer non seulement à ce problème des jeunes, mais aussi à la question de la revitalisation de notre agriculture en indiquant un nouveau chemin. J'ai dit que nous sommes dans une agriculture de transition qui change à la fois les conditions d'existence, les conditions de travail, mais aussi le mode de